Il existe encore bien des idées reçues sur la Rome antique. Était-elle cette force toute puissante qui a fait plier leurs voisins par la force pour ensuite imposer leur culture? Nous verrons que la réalité semble bien différente. Un mot fut créé pour nommer l'intégration des peuples au monde romain. La romanisation, utilisée par les historiens dès le XIXe siècle, est considérée comme suffisamment pertinent pour comprendre ce principe. Mais il est désormais remis en question, voire accusé de figer la réflexion sur la conquête romaine et notre connaissance du passé romain à l'échelle de l'Empire. Ce terme, usé par les abus de langage, est-il devenu non pertinent au regard des approches historiques récentes? Avec l'évolution de la recherche, l'attention portée aux aspects ethniques et identitaires en a fait une notion plus nuancée, permettant aux historiens de mesurer l'impact de cette romanisation sur les populations concernées. Les adjectifs gallo, brito, hispano, dasso, germano ou bien encore numido-romain ne sont pas rares. Ils traduisent, à des degrés variables, le besoin de faire valoir l'existence de populations d'origine indigène qui ont, pour la plupart, entretenu avec Rome des contacts bien antérieurs à leur conquête à proprement dite. Et bien qu'il y eut des combats sanglants avec de nombreuses victimes des deux côtés, ces peuples n'ont jamais subi un génocide au sens contemporain du terme. Nous sommes l'association Via Romana et aujourd'hui nous allons parler de la romanisation. Moi juste le truc que j'ai pas bien pigé, c'est le coût de la romanisation. Au début du XIXe siècle, non seulement la domination romaine, mais surtout la paix romaine sont érigées en moteur principal d'une histoire de longue durée. On parle alors de propagation de la civilisation gréco-latine auprès des populations dites barbares. Rome était censée avoir incarné non pas une civilisation parmi tant d'autres, mais LA civilisation par rapport à la barbarie. L'Europe de la fin du XIXe siècle évoquait sa mission civilisatrice auprès des colonies pour donner une légitimité à la domination politique qu'elle exerçait sur une grande partie du monde. Cette vision a influencé les historiens de l'époque. La domination romaine n'avait pas besoin d'être justifiée, mais les historiens lui attribuèrent des bienfaits comparables à ceux de l'idéologie coloniale de l'époque. Là, on peut voir un problème. Les sociétés du passé sont décrites avec une trop grande simplicité et l'histoire est instrumentalisée à des fins politiques. Ça tient plus de la propagande que de la science. L'historien Henri Martin et ses ouvrages vont marquer un tournant au niveau du lien que les savants de l'époque ont créé entre les Gaulois et leurs contemporains français. Il répare l'absence d'histoire nationale française et va chercher dans les Gaulois ses pères, dont les Français en seraient les fils, par la naissance et le caractère. Ce n'est donc pas surprenant de lire des passages jugeant moralement le choix de certains peuples gaulois lorsqu'ils s'allient à Rome. Selon lui, l'organisation de la Gaule avant l'intervention de César est qualifiée d'anarchie aristocratique, où les différents peuples cherchent à imposer leur suprématie sur les autres. Avec une intention identique, il qualifie de fatale la fraternité des Éduins et des Romains, car elle les sépare de leurs véritables frères et introduit l'étranger au cœur de la Gaule. La guerre des Gaules occupe une place importante dans cette histoire de la France, donnant à Vercingétorix le statut de défenseur de la patrie. À cette époque, Napoléon III publie la biographie de Jules César, où il montre à quel point la victoire de César est un bien pour la Gaule et que les Gaulois sont des beaux vaincus, vaincus pour le bien. La victoire d'une civilisation conquérante qui amène le progrès. De quoi justifier le colonialisme. Je cite: « Admirons l'ardent et sincère amour de ce chef gaulois pour l'indépendance de son pays, mais n'oublions pas que c'est au triomphe des armées romaines qu'est due notre civilisation, institutions, mœurs, langage. Tout nous vient de la conquête. » Cette citation de Napoléon III résume bien la pensée du XIXe siècle. Qu'ils ignorent, condamnent ou instrumentalisent la participation gauloise à l'effort de guerre romain au moment de la conquête, aucun de ces auteurs ne cherche finalement à comprendre les raisons et les motivations de cet état de fait. Ils ne remettent même jamais en cause le raisonnement des auteurs grecs et romains. Faisons maintenant un saut dans le temps. La Seconde Guerre mondiale n'a rien arrangé à la manière dont sont considérés ces Gaulois alliés de Rome. Il faudra attendre le renouveau des études sur les Gaulois au début des années 1780, puis un regard neuf sur les aspects militaires de la période de la conquête, pour voir des analyses avec une méthodologie scientifique tout autre qui s'affranchissent des aspects idéologiques. Et enfin, la question des auxiliaires gaulois engagés dans l'armée romaine. Nous reviendrons sur ce point précis un peu plus tard. Après des décennies de mise en parallèle des peuples des Gaules avec la France d'après 1789, la question de la nation gauloise et de son unité a depuis été reprise et les réponses apportées sont différentes, bien différentes. C'est l'archéologue Christian Goudineau qui va le plus loin dans la déconstruction de la Gaule décrite au XIXe et XXe siècle. La Gaule serait une invention de César qui cherche à démontrer a posteriori que l'ensemble qu'il a conquis est homogène et doté de frontières solides.
alors qu'il le décrit lui-même au début de son récit comme un agrégat de 3 grands ensembles, à savoir les Belges, les Aquitains et les Celtes. Ils diffèrent par la langue, les coutumes ou les lois. Donc, nulle nation gauloise unie politiquement. Cette position est radicale et elle résout de facto la question des auxiliaires, car comment ne pas comprendre qu'autant de peuples distincts aient eu des intérêts différents face à Rome. Jean-Louis Bruno traite de manière plus nuancée le statut des Gaules de la fin de l'âge du fer. Il n'existe en effet pas une Gaule, mais bien des Gaules. Celles-ci ont tout de même suffisamment de traits communs, malgré la multitude de peuples présents et leur rattachement aux 3 grands groupes ethniques vus précédemment. Et Rome dans tout ça ? Au début de la guerre des Gaules, Rome contrôle tout le bassin méditerranéen, dont le sud de la Gaule, la Narbonnaise. Ces territoires sont-ils devenus culturellement uniformes ? Pas vraiment. L'idée que les autorités romaines auraient eu l'intention de transformer les peuples soumis pour les civiliser et les acculturer est désormais considérée comme fausse. Il n'est pas question de distinguer des peuples culturellement supérieurs aux autres. Comme beaucoup d'historiens de son époque, Gaston Boissier laissa entendre que Rome avait appliqué une politique de romanisation visant à contrôler les populations soumises. Au contraire, les historiens modernes estiment depuis longtemps que c'est plus une auto-romanisation et des initiatives prises par les provinciaux. Le pouvoir romain les a sûrement encouragés parce que cela servait la seule action que les Romains aient voulu conduire, le maintien de l'ordre politique issu de la conquête. La culture ne fut jamais une finalité de cette action. La romanisation ne fut ni civilisatrice, ni une véritable mission, pas au niveau politico-militaire et encore moins au niveau religieux. Faisons maintenant un petit saut de l'autre côté de la Manche. Selon l'historien britannique Robin George Collingwood, nous ne pouvons pas nous contenter d'affirmer que la Bretagne était romanisée. La civilisation qui a été découverte, même dans les parties les plus romanisées de la Bretagne, n'est d'aucune manière totale. La civilisation romaine n'est pas reprise en intégralité par les peuples conquis. Ce qui fut découvert est un mélange d'éléments romains et celtiques. On pourrait dire que la civilisation de la Bretagne romaine n'était ni romaine ni bretonne, mais romano-bretonne ou brito-romaine, c'est vous qui voyez. Une fusion de 2 choses en une seule. Il ne nie pas la romanisation de la Bretagne, mais la présente comme un processus d'intensité variable. Certaines régions furent plus romanisées que d'autres, mais cela reste incomplet. L'Empire romain ne constitua jamais un tout uniforme. Les thèses du métissage et de l'hybridation culturelle ne sont pas de pure nouveauté de l'historiographie des années 90 et 2000, puisque Collingwood soulignait déjà le mélange d'éléments romains et celtiques. Ce mélange a donné naissance à une civilisation romano-bretonne originale et singulière. Après ce bref passage chez nos amis bretons, retour en Gaule. Au niveau chronologique, la question de l'influence romaine a été régulièrement évoquée par l'historien de l'âge du fer pré-romain, qui ont constaté la présence d'importations méditerranéennes dans des contextes antérieurs à la conquête. On est passé d'une vision classique de colonisation à la suite d'opérations militaires à celle d'une acculturation progressive, voire d'une série d'échanges culturels et économiques ayant rapproché les Romains et les Gaulois. Le phénomène de romanisation ou d'acculturation que l'on a longtemps cru débuter avec la conquête des Gaules s'avère en réalité plus ancien. Le développement des recherches sur l'âge du fer ont mis en évidence les indices d'une ouverture progressive des sociétés dites celtiques aux civilisations du bassin méditerranéen, dont les Grecs, les Étrusques et les Romains. Ce phénomène serait aujourd'hui à placer entre le 3e et le 1er siècle avant notre ère, selon la région, et a été probablement précédé par des contacts réguliers suivis de périodes de rupture. C'était aussi le cas pour les époques plus anciennes, notamment à la fin du Xe siècle avant notre ère, où émergent dans certaines régions des centres princiers en capacité de faire venir des objets d'origine étrusque ou grecque. L'émergence d'une économie monétaire, dont l'origine pourrait être le mercenariat, favorise largement ce rapprochement. Les mouvements des peuples celtiques ont pu contribuer à une diffusion rapide de l'usage de la monnaie à partir du IIIe siècle avant notre ère. Cette appropriation s'effectue selon des modalités variées, allant comme dans l'ouest de la Gaule à un usage exclusif du statère étalon, tandis que dans le centre-est se caractérise par son abandon au profit du quinaire d'argent. On constate donc ici une volonté très nette de ces régions hors de la Gaule narbonnaise, qui, on le rappelle, fut conquise à la fin du IIe siècle avant notre ère, de s'aligner sur le monnayage républicain. Ce qui peut être mis en relation avec l'existence d'échanges économiques accrus durant cette période. Avoir une monnaie équivalente, c'est bien plus pratique pour le commerce. On note aussi l'adoption de l'écriture. Le grec et le latin seront utilisés, en particulier pour l'administration publique, dont l'organisation se développe durant les 2 derniers siècles avant notre ère. Les amphores italiques n'ont pas été les seuls produits d'origine méditerranéenne à avoir été importés, mais leur présence est fréquente et dans de grandes proportions. Boire du vin n'apparaît pas comme un phénomène linéaire, mais scandé par les mutations des sociétés celtiques.
En l'occurrence, c'est peut-être le développement durant l'Athénée des rassemblements à caractère militaire et religieux faisant usage de l'alcool qui a favorisé la réintroduction du vin. Sa diffusion sera croissante jusqu'à l'Athénée grâce à l'action de négociants romains dont la présence va au-delà des régions qui entretenaient des relations économiques anciennes avec la péninsule italique. Au niveau de la religion, dans le cas de la Gaule, l'association de dieux gaulois et romains aboutit par exemple à un nouveau sens religieux. Ces différentes observations démontrent l'existence de contacts réguliers entre des mondes que l'on pensait étanches, alors qu'en réalité, ces deux cultures se sont progressivement rapprochées. La guerre des Gaules ne fut pas un choc des cultures. Pour ce qui est de la population, le fait que les Gaules d'époque impériale aient été peuplés de Gallo-Romains constitue une évidence ethnique et linguistique au regard de la part certes non négligeable, mais très minoritaire de populations italiques, gréco-orientales ou encore africaines arrivées en Gaule dans le sillage de la conquête. Au niveau de la langue, la suprématie du latin est encore toute relative dans les couches populaires, dont témoignent encore, au IIe siècle après Jésus-Christ, la petite épigraphie, la toponymie ou encore le calendrier de Coligny. Les inscriptions sur pierre, dont le nombre a longtemps été surévalué, soulignent, il est vrai, la rapidité du processus d'intégration des élites, devenues romaines en moins de 3 générations, par voie de naturalisation, d'adoption, de recrutement au sein de l'armée et des nouvelles structures administratives. Mais elles occultent une autre réalité, celle d'une assimilation beaucoup plus progressive du reste de la population par voie matrimoniale, filiale, commerciale ou encore culturelle, qui a pris plus d'1 siècle et demi avant de devenir véritablement tangible sur le plan matériel ou épigraphique. Lors de l'arrivée de César en Gaule, après l'appel à l'aide des Gaulois pour repousser les Helvètes en pleine migration, l'intérêt pour Rome est double. Faire entrer l'armée dans les Gaules et éviter qu'un territoire près de Rome reste désert et que les Germains s'en emparent. Par la suite, le général romain ne fait qu'exacerber les luttes de pouvoir entre les peuples gaulois. Pas étonnant donc que ces différents peuples, en compétition perpétuelle pour des territoires plus larges et de nouveaux clients, s'allient pour certains aux Romains, pensant qu'ils pourraient les instrumentaliser dans leurs entreprises. Il y a donc ni résistance gauloise au sens de la résistance à l'occupation nazie, qui est le fait d'un État sur un autre, ni de collaboration, dans le sens où aucun peuple ni parti gaulois n'envisage dès l'arrivée de César en Gaule de se ranger à ses côtés pour l'aider à soumettre ce vaste territoire. Il y a, en revanche, des antagonismes commerciaux, économiques et politiques qui vont trouver, dans l'opposition ou l'alliance à César, des intérêts divergents selon les peuples. Au niveau des militaires, c'est au début du IIe siècle avant Jésus-Christ que l'on peut commencer à parler d'auxiliaires gaulois et que la notion de mercenaires disparaît des textes. Les Romains ne qualifient pas les combattants étrangers qui se battent à leur côté de mercenaires, même lorsque ceux-ci sont payés et servent donc comme des mercenaires. Ici, nous parlons d'auxiliaires comme l'entendaient les écrits romains, car c'est seulement sous Auguste que sera créé le statut officiel d'auxiliaire d'un point de vue juridique. Pour la période républicaine, les différentes catégories d'auxiliats sont plus floues et les distinguer des mercenaires peut s'avérer difficile. Cette situation est en réalité rare et la plupart des armées étrangères présentes aux côtés de Rome sont soit des alliés ou des peuples soumis contraints de fournir des troupes. Certains peuples gaulois d'Italie du Nord n'attendent pas leur soumission à Rome pour s'allier à la nouvelle puissance méditerranéenne. La conquête de la Gaule transalpine, soit la Narbonnaise, met les Romains aux prises avec des peuples puissants de la Gaule celtique comme les Helvètes ou les Arvernes. Ces Arvernes signent un traité de paix avec les Romains après leur défaite de 121 avant Jésus-Christ. Il est fort possible que ce traité implique une coopération militaire. Quant aux fameux Éduins, ils ont officialisé leur rapport avec Rome dans le courant du IIe siècle avant Jésus-Christ, mais c'est au moment de la guerre des Gaules que nous commençons à avoir la preuve de la présence de troupes éduennes aux côtés des Romains. Les Éduins honorent leur engagement au moment de l'intervention contre les Helvètes, permettant ainsi à César de créer des cercles d'alliés, de clients ou de renforcer des liens déjà existants. Tout cela n'est pas forcément très heureux pour tous les peuples et les exemples de peuples gaulois rayés de la carte ne manquent pas. Boïens, Vénètes, Éburon et Mandubien, pour ne citer qu'eux. Pour les autres, les conditions sont plus ou moins pesantes et ils doivent payer un tribut et participer à l'effort de guerre romain. Conditions qui ont mené à la révolte de certains peuples menée par Vercingétorix. Au niveau chronologique, les Gaules sont touchés par la conquête à des moments très différents. Vers -190 pour la Cisalpine, vers -120 pour la Transalpine, donc la future Narbonnaise, et enfin de -58 à -52, la Celtique, la Belgique et l'Aquitaine. À l'époque augustéenne, ce sera les Alpes. Parlons un petit peu archéologie, en regardant de plus près des tombes de soldats gaulois et les liens que l'on peut y voir avec un service dans l'armée romaine. En Cisalpine, sur le territoire des Volsques,
Pendant toute la phase de conquête et jusqu'à la révolte en -80, il n'y a pas de traces de rupture dans les données archéologiques répertoriées et datées d'avant la conquête par Rome. Ces guerriers, qualifiés d'auxiliaires par les archéologues, n'ont peut-être pas modifié grand-chose à leurs habitudes, car ils étaient dans la sphère de Massalia avant la conquête romaine, et ils le restent jusqu'à la défaite de Marseille en 49 pendant la guerre civile face à Pompée. Le même type de raisonnement peut être appliqué à l'ère alpine au niveau de l'Italie du Nord et de la Suisse actuelle. Le passage à l'époque augustéenne s'y fait sans que l'on constate de rupture dans l'architecture funéraire des nécropoles qui continue à être utilisée. La seule différence est l'apparition d'armements de tradition romaine, avec parfois des panoplies qui sont proches de celles du légionnaire romain, comme par exemple à Giubiasco en Suisse. On continue à voir des tombes à armes dans les Gaules jusqu'à la fin de l'époque claudienne. L'existence des auxiliaires gaulois est un embarrassant paradoxe pour l'idée d'une identité nationale. Lorsque l'on parle des guerriers gaulois, il est rarement fait mention de leur activité en tant qu'auxiliaires de l'armée romaine à l'époque républicaine. Ces combattants, alliés de l'armée romaine, sont régulièrement mentionnés dans les textes par des historiens grecs et latins, comme César qui en fait largement usage pendant la conquête des Gaules et la guerre civile, ce qui exclut par la même occasion toute idée farfelue d'une quelconque volonté génocidaire des Romains envers les Gaulois, et on ne trouve aucune trace de désir d'extermination ethnique. Beaucoup de peuples gaulois sont des alliés, ce ne serait donc pas hyper productif, vous en conviendrez. Servir dans une armée étrangère n'est ni une nouveauté, ni une trahison à une identité nationale qui n'existe pas pour ces Gaulois de la fin de l'âge du fer. Ils perpétuent en effet une tradition qui remonte au moins au VIe siècle avant Jésus-Christ, comme l'attestent les sources qui les mentionnent pour leur qualité de mercenaires dans différentes armées méditerranéennes, comme les Macédoniens, les Étrusques ou encore les Carthaginois. Ils se battent pour ces armées étrangères contre rémunération ou dans le cadre d'accords diplomatiques. On peut légitimement s'interroger sur le paradoxe engendré par l'engagement de Gaulois dans des armées romaines qui conquièrent petit à petit ces peuples. Comment expliquer et comprendre que ces Gaulois puissent à la fois être ennemis et alliés de ceux qui vont progressivement les réduire au statut de province rattachée à l'Empire? Les avancées des recherches historiques et archéologiques sur le monde gaulois réalisées ces 30 dernières années permettent aujourd'hui de mieux comprendre le contexte général dans lequel s'est produit une chose que l'on pourrait de prime abord trouver bien étrange. On a bien voulu nous faire croire que les Gaulois étaient une nation politiquement unie, ce qui pour rappel n'était pas le cas. S'il l'était, comment expliquer que certains d'entre eux participent à l'effort de guerre romain? Ce paradoxe serait-il le résultat d'une perception de la Gaule biaisée par les historiens du XIXe siècle? Oui, encore eux. Ou est-ce les conséquences indirectes de l'occupation allemande des années 1940? Néanmoins, ces exemples tirés de l'archéologie et de l'historiographie nous ont permis de proposer une analyse du phénomène de l'auxiliariat gaulois des 2e et 1er siècles avant notre ère, loin de la vision des historiens du 19e siècle qui considéraient que ce n'était qu'une conséquence de la désunion congénitale des Gaulois. Cette analyse replace l'auxiliariat gaulois auprès des Romains depuis les premiers temps du mercenariat jusqu'à l'intégration complète des Gaulois dans l'armée romaine du Haut-Empire. Cela confirme que le rapprochement avec Rome commence des décennies avant la conquête. La proximité des auxiliaires gaulois avec l'armée romaine, son organisation, son système de ravitaillement, la religion, la cuisine, sa capacité à produire des armes et des outils, des monnaies ou encore de la parure accélèrent ce rapprochement. N'oublions pas que les troupes levées chez les Gaulois pour suivre César dans la guerre civile privent de fait la Gaule chevelue du sang jeune nécessaire à alimenter une révolte contre Rome. N'oublions pas aussi que les partis anti-romains ont été rayés de la carte au moment de la guerre des Gaules. Les auxiliaires permettent donc une romanisation par le plein, avec des contacts, échanges et la langue, et par le vide. En effet, leur absence en terre gauloise n'entrave donc pas la réorganisation voulue par Rome. Même s'il est évident que le rapport des élites gauloises avec l'armée romaine, qu'il soit conflictuel ou sur le mode de la participation à l'effort de guerre, n'explique pas à lui seul l'entrée des Gaulois dans le processus des romanisations, mais il en représente un aspect non négligeable. L'historien britannique Greg Wolfe s'est interrogé sur l'origine et la nature des cultures provinciales qui s'épanouirent dans l'Empire romain en insistant sur les changements que connut la Gaule durant les 3 premiers siècles de notre ère. L'auteur se refuse à en minimiser l'ampleur en soulignant que la culture matérielle et les mentalités ne sont pas si facilement séparables. Un Gaulois ne pouvait-il pas boire du vin d'Italie dans de la céramique sigillée sans se sentir ou être romain pour autant, comme on peut boire du Coca-Cola sans se sentir ou être américain? Les évolutions constatées sont trop massives pour s'en tenir là, surtout au terme d'un processus qui se déploya entre l'époque augustéenne et le IIIe siècle. La romanisation ne fut pas le processus par lequel une puissance imposa sa culture à des peuples soumis par la force, la persuasion ou la séduction.
En fait, les Romains n'ont pu exporter leur culture nationale pour la bonne raison qu'ils n'en avaient pas vraiment. Les cultures antiques n'étaient pas comparables à celles que les États-nations des 19e et 20e siècles ont voulu modeler et faire partager à leurs citoyens comme un puissant outil d'unité. Il serait donc anachronique d'imaginer que les Romains aient poursuivi les mêmes fins avec des moyens qui leur faisaient défaut. Ils n'avaient pas de système scolaire unifié et pas de moyens de communication de masse. Selon l'historien Paul Venn, l'hellénisation, soit la culture grecque, fut la mondialisation culturelle antique. L'Empire romain, dans le sens du pouvoir exercé par Rome sur un monde unifié politiquement, aurait donc rendu plus intense et homogène des transformations dont l'origine était plus ancienne et dont les racines n'étaient pas romaines. L'empire, que l'on dit romain, fut un empire bilingue. La langue vernaculaire ou véhiculaire qu'on pratiquait dans sa moitié occidentale était le latin, tandis que c'était le grec autour de la Méditerranée orientale et au Proche-Orient. Et la culture matérielle et morale de Rome est issue d'un processus d'assimilation de cette civilisation hellénique. La Grèce conquise a conquis son sauvage vainqueur et a importé les arts chez les rustiques latins, dit un vers fameux du poète latin Horace. Rome est un peuple qui a eu pour culture celle d'un autre peuple. Si bien qu'à leur tour, les Romains hellénisés helléniseront en langue latine l'Occident qu'ils avaient conquis au cours des 2 derniers siècles de notre ère. La Gaule romaine était couverte de monuments en style corinthien dont le nom même est grec, et les écoles des cités gauloises enseignaient la rhétorique et la philosophie dont le contenu est grec. La culture y était hellénique et le pouvoir, comme le droit et aussi la procédure, était romaine. Toutefois, s'acculturer et s'identifier sont 2 choses bien différentes. Les Japonais occidentalisés continuent à s'en tenir pour japonais et les Romains hellénisés se sentent fièrement aussi romains qu'ils l'avaient toujours été. En fin de compte, il n'est pas nécessairement opportun de se débarrasser de la notion de romanisation, non pas parce qu'elle est sans faille, mais parce que le monde romain risquerait d'en être moins compréhensible. Ce monde avait un centre politique et pas seulement symbolique, mais il ne faisait pas tout, les initiatives provinciales étaient prises en regardant vers Rome pour faire comme Rome. Également, beaucoup avaient appris la langue latine et avaient reçu le droit latin, tandis que la fondation de colonies romaines avait encore accentué la transformation de leur région. Strabon estime qu'il s'en fallait pas de beaucoup pour qu'ils soient tous romains. Bien sûr, un texte isolé ne peut résumer à lui seul 3 siècles d'histoire du monde romain. Néanmoins, Strabon décrit un processus d'adoption du modèle de la cité aux fortes implications culturelles, comme la latinisation, et juridique, l'accès des élites à la citoyenneté romaine par le droit latin. Les provinciaux en sont les acteurs principaux, mais ils s'approprient un modèle de référence incarné par les Romains. Ainsi, Strabon semble offrir aux historiens la définition pertinente d'une romanisation caractéristique du Haut Empire. Les concepts doivent être jugés pour ce qu'ils sont, des instruments de compréhension plus ou moins efficaces. Ne pas percevoir ces éléments de cohésion en renonçant à la romanisation ou en se méprendre sur leur nature en usant à mauvais escient revient au même, c'est-à-dire donner une vision inexacte des réalités antiques. Pourtant, la romanisation n'a sans doute rien d'indispensable pour comprendre la cohésion et la diversité relative du monde romain. Après tout, si elle se confond avec l'adoption généralisée du modèle et des valeurs de la cité, il serait peut-être plus pertinent de parler de polyadisation. Ce mot vient du grec polis, qui signifie cité. Le renoncement des concepts explicatifs d'ensemble au profit d'objets d'études à la fois plus larges et plus modestes dans leur formulation paraît tout aussi défendable. En revanche, ignorer les débats contradictoires qui ont entouré la notion de romanisation serait préjudiciable, car un tel choix reviendrait à se priver de l'intelligence collective de nos devanciers et à risquer de répéter certaines de leurs erreurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Vous pourrez y trouver notre calendrier et peut-être que nous passerons proche de chez vous.